Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'indice de sécheresse qui caractérise la sécheresse et comment nous pouvons utiliser l'interface Digital Africa pour suivre la sécheresse sur le continent africain. Bien sûr, vous connaissez que nous sommes là pour contribuer à la surveillance de différents phénomènes sur le continent africain. À travers notre plateforme, on peut surveiller différents phénomènes, la sécheresse est inclus, mais quelqu'un peut se demander qu'est-ce que c'est la sécheresse. Pardon, ici, j'ai commis une erreur. Quelqu'un peut se demander qu'est-ce que c'est la sécheresse. La sécheresse serait un manque d'eau qui va occuper une longue période à grande intensité. Et bien sûr, ça va impacter la flore, c'est-à-dire la terre cultivée, mais aussi les animaux et aussi les hommes. Mais quelqu'un peut dire que les zones arides sont sèches, mais non, parce que ces zones arides peuvent aussi connaître la sécheresse. Ça dépendra de la durée, de l'intensité et de l'étendue ou l'espace que la sécheresse occupe. Alors, qu'est-ce qui définit la sécheresse? D'abord, il y a la précipitation. Quand il y a la sécheresse, la précipitation va diminuer. Et il y a aussi l'étendue des eaux, parce que quand il y a la sécheresse, l'étendue des eaux diminue, la superficie des lacs diminue, la superficie des rivières diminue, et des fleuves aussi. Mais aussi, la végétation aussi va changer, la qualité de végétation, la verdure va diminuer. Mais aussi, le changement en couverture de terre va être expérimenté parce que il y en a les zones vertes qui seront sèches, il y a les zones qui sont humides et qui seront converties à zones sèches, mais aussi l'humidité du sol va diminuer, c'est-à-dire en d'autres termes, le sol va perdre de l'eau. Maintenant, nous allons utiliser les espaces de Digital Africa pour essayer d'aller à travers ces 5 facteurs qui nous montrent qu'il y a eu sécheresse ou pas. Je suis désolé, je ne suis pas habitué avec la connexion d'ici, mais je suis de retour. Je disais qu'à travers les interfaces Digital Africa, nous allons aller à travers ces indicateurs, ces 5 indicateurs de sécheresse. Le premier indicateur sera la pluviosité de la région. Parce que pour suivre la sécheresse, il y a toujours diminution de la quantité de pluie. Et à travers notre interface Digital Africa, à travers notre sandbox, nous pouvons surveiller la sécheresse, la diminution des pluies ou l'évolution des pluies dans une région. Et ici, nous allons nous focaliser sur le notebook qui va nous allons utiliser les données CHIPS, qui sont des données sur la pluviosité. Et ici, nous allons essayer de voir les anomalies de précipitation où le X,
c'est pour la moyenne saisonnière. Le M, c'est pour la moyenne à long terme. Et le S, c'est pour la déviation par rapport à la moyenne. Ici, nous allons travailler au Kenya, surtout dans la région de Turkana. Ici, nous allons, d'abord, on va analyser les données, les données de pluviosité. On va essayer de créer un masque sur la région sélectionnée. On va calculer les anomalies de pluviosité par parcelle et par région. Et par après, on va voir ces anomalies comme générer des graphiques qui montrent ces anomalies dans l'espace et dans le temps dans cette région. Les fonctions ont été développées qui peuvent nous permettre d'importer, de nous connecter au data cube, de créer des graphiques, d'analyser des données tabulaires, et ainsi de suite. C'est question de charger. Bien sûr, nous devons créer des dasks, c'est-à-dire créer des petits morceaux qui peuvent être facilement analysés par notre système, ça, pour éviter la grande consommation de mémoire. Ici, nous allons jouer avec des données vecteurs qui sont des limites des pays ou de la région d'intérêt, bien sûr avec qui l'attribut des descriptions qui sont associées. Ici, nous allons travailler au Kenya. Bien sûr, il faut définir le temps, les vagues de temps, parce que nos données couvrent de 1984 à nos jours. Il faut définir la période d'intérêt, essayer de définir la résolution des images avec lesquelles nous allons travailler, les coordonnées géographiques, la taille ou la superficie de chaque morcellement ou dasque, et bien sûr définir le fichier où nous allons garder nos résultats. Alors, quand on dit anomalie, c'est quoi? C'est la déviation par rapport à la moyenne. C'est-à-dire que nous avons la moyenne saisonnière comparée avec la moyenne à long terme. Est-ce qu'on va voir comment ça se compose? Est-ce que c'est la moyenne ou bien c'est inférieur à la moyenne? Quand on va faire des anomalies, c'est-à-dire qu'on va essayer de comparer l'anomalie trouvée à la déviation par rapport à la moyenne. Bien sûr, nous avons choisi de travailler sur la région de Turkana au Kenya et nous avons travaillé de la période de 1984 à nos jours. Et bien sûr, il nous faudra définir les zones d'intérêt, le temps et la résolution. La résolution ici, on a préféré faire 5000 pour alléger le processeur. Et bien sûr, il faudra définir, là, on va sauver nos résultats. Voilà. Comme on fait toujours, on commence par nous connecter à notre data cube pour avoir accès à ce que nous faisons. Oui, voilà, merci beaucoup. Déviation, ça veut dire écart type. Merci beaucoup. Et puis, nous allons charger différents départements ou régions du Kenya, qu'on appelle county en anglais. On a une grande liste de ces régions du Kenya, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est notre région d'intérêt. Ici, ce qu'on va faire, on va charger des données de pluviosité de notre région. Bien sûr, il faudra les masquer sur l'étendue de Turkana, notre pays et notre région d'intérêt. Maintenant, on va commencer à calculer la région, la pluviosité par saison, et sachant que la saison commence, la première saison commence du 1er janvier et la deuxième commence au 1er avril, l'autre commence au 1er
juillet, et attends que l'autre commence peut-être du 1er, 1er octobre. Alors ici, ça nous montre au fil des années, montre en 2021 et 2022, 2022 arrive au mois d'avril. On a des saisons parce que quand on a lancé cette analyse, on était en avril, au mois de mai 2022, c'est pourquoi on a des saisons seulement. Ça nous montre comment la pluviosité a été évoluée au cours du temps, mais on voit que la deuxième saison et la troisième saison sont caractérisées par plus ou moins une égale pluviosité dans la région. On peut aussi essayer de mettre ça sous forme de tableau pour voir. Vous voyez que la deuxième saison qui commence au mois d'avril et la troisième saison qui commence au mois de juillet sont caractérisées par plus ou moins une égale pluviosité dans la région. On peut aussi calculer les anomalies, c'est-à-dire voir comment on a été dévié à la moyenne. Ça va nous montrer si les pluies ont été stables ou pas dans cette région. Ici, les codes sont là, on ne peut pas passer tout le temps à travers les codes, mais si on voit le graphique, on voit que la deuxième saison et la troisième saison ont été caractérisées par plus ou moins pas de grandes anomalies. On peut aussi les standardiser. En les standardisant aussi, bien sûr, on regarde la même chose. Et aussi, on peut essayer de comparer voici les anomalies à travers un tableau bien détaillé. Vous voyez que la troisième saison la première et la troisième saison ont été caractérisées par de grandes anomalies dans la région de Turkana au Kenya. Et on peut les standardiser et ça reflète plus ou moins la même réalité. Et on peut produire un tableau qui compare la quantité de pluie par saison, les anomalies et les anomalies standardisées. Ça va nous informer de la quantité qu'on a ici et combien cette quantité est déviée par rapport à la moyenne. C'est-à-dire on va voir si les pluies ont été stables ou pas dans la région. Bien sûr, on peut créer un graphique qui montre l'évolution des pluies au Kenya. On voit que le mois d'avril avait une plus grande pluviosité entre 2021 et 2022. Bien sûr, on peut essayer de voir les anomalies par saison et on voit que les saisons, durant ces 2 années, la pluie a été plus ou moins en dessous de la moyenne expectée. Et puis, le mois d'octobre et janvier, c'est-à-dire la première et la quatrième saison, caractérisée par de plus grandes anomalies comparées à d'autres saisons. Ici aussi, en standardisant, ça reflète de plus ou moins la même réalité. On peut garder le fichier en format CSV ou d'autres statistiques qui pourront être intégrées par d'autres données pour avoir, on voit l'évolution des pluies, mais qui a été l'effet sur les eaux de surface. Maintenant, ici, j'avais dit que la sécheresse affecte les eaux, mais ça affecte aussi la pluviosité, ça affecte aussi les eaux de surface, mais vous voyez comment peut-être que ça a affecté les eaux de surface. Ici, nous avons utilisé le produit d'observation des eaux à partir de l'espace et
Ces produits, toujours, les anomalies seront calculées en utilisant la moyenne saisonnière, la moyenne à long terme sur l'écart type. Voilà, les fonctions sont là, c'est les mêmes fonctions. La légion, c'est la même. La façon dont nous connectons au data cube, c'est la même. Ici, on va commencer à voir comment les eaux se sont comportées dans cette région au cours du temps. Bien sûr, ici, nous allons voir les pixels, et nous disons les pixels qui sont caractérisés par qui sont clairs, c'est-à-dire les pixels qui n'ont pas de nuages. Et puis, on va aussi, qu'on va appeler pixels clairs et les pixels non clairs, la fréquence des eaux, ce sera le nombre de pixels clairs, bien sûr, pendant la saison de pluie et si le nombre total de pixels clairs. Bien sûr, la saison peut commencer de janvier, bien sûr, comme on a fait bien avant. Alors, on va créer un masque sur la région de Turkana au Kenya. On va essayer de créer des thresholds pour les eaux à analyser. Et on va calculer l'étendue des eaux en kilomètres carrés. On voit que l'évolution des eaux, on voit que la deuxième saison est caractérisée par une plus grande pluviosité parce qu'on a plus à peu près 2552 km carrés de couverture d'eau, même si la différence n'est pas assez grande parce que la première saison semble la moins, l'étendue semble plus réduite à 2400 et quelques. Alors, on peut essayer d'analyser les anomalies, comment ces eaux ont été, cette évolution a été déviée par la moyenne. On voit que même si la deuxième saison est caractérisée par une grande étendue d'eau, aussi c'est caractérisé par une grande déviation par rapport à la moyenne. C'est-à-dire que il y a eu un circuit plus ou moins ou un excès ou un déficit d'eau dans cette région. Ici, on peut standardiser. Voilà, ça reflète plus ou moins la même réalité parce que vous voyez qu'on a à peu près 1,5 par rapport à la déviation à la moyenne. On peut créer aussi un autre tableau qui montre comment les eaux ont été évaluées, quel a été le cas type, et quel a été le cas type standardisé. Et puis, on peut aussi créer des graphiques. On voit qu'en général, les étendues d'eau ont toujours accru dans la région. On va essayer de voir les anomalies. Vous voyez que l'eau a été toujours plus de la moyenne et les anomalies n'ont pas été très observées. Mais quand on standardise les anomalies, on voit que toujours que la première saison a été caractérisée par plus ou moins une grande déviation par rapport à la moyenne. Alors, ici aussi, on peut garder ces résultats. Maintenant, on connaît l'évolution de la pluviosité, on connaît l'évolution de la couverture d'eau, mais qu'en est-il pour la végétation? Toujours, ici, on peut utiliser l'indice de végétation, l'indice de végétation de Marseille, mais on a d'autres, pour calculer comment se comporter la santé de la végétation ou la couverture végétale dans cette région. S'il y a une sécheresse, c'est sûr que la couverture végétale aurait diminué. S'il n'y a pas de sécheresse, la couverture végétale n'a pas diminué du tout.
Alors, c'est question de changer les fonctions comme auparavant, parce que c'est la même chose. On travaille dans la même région, même durée. Ici, on peut calculer l'indice de végétation normalisé, qui est un proxy de la verdure ou de la santé de la végétation, de la couverture végétale aussi. Alors, ici, il faudra bien sûr masquer notre zone d'intérêt. Ici, nous allons charger nos données d'indice de végétation normalisée. Bien sûr, ici, en calculant, ce que je voudrais montrer, ça peut nous montrer les anomalies mensuelles de DVI, d'indice de végétation normalisée dans notre région. Et on voit que si, tous les mois se comportent plus ou moins de la même façon, sauf le mois de décembre, qui est caractérisé par une petite anomalie comparée à d'autres mois. À le standardisant, ça reflète plus ou moins la même réalité. On peut essayer de calculer, mettre dans le tableau la liste de végétation normalisée par mois dans un tableau. On pourrait aussi grouper par saison. Ici, on peut mettre les anomalies, voir est-ce qu'il y a eu un surplus ou est-ce qu'il y a eu un déficit basé sur le cas de type, c'est-à-dire la déviation par rapport à la moyenne. Et par après, en standardisant aussi, on peut voir comment ça se comporte. On voit que le mois de janvier et le mois de mai sont caractérisés par plus ou moins une grande janvier, février et mai, caractérisés par une plus grande déviation par rapport à la moyenne comparée aux autres. On peut générer un tableau qui groupe l'évolution en indice de végétation normalisée et avec la déviation par rapport à la moyenne, et aussi en faisant un graphique d'indice de végétation normalisée dans la région de Turkana au Kenya. On voit que le mois de juin, c'est-à-dire la deuxième saison, est caractérisée par plus ou moins une grande couverture végétale ou bien la verdure, la zone verte à quoi dans ces mois, dans cette saison ou dans ces mois. C'est évident pour 2021 et 2022 aussi. Alors, en projetant les anomalies, on voit que en général, la couverture végétale est plus ou moins élevée comparée à la moyenne, sauf pour les mois de janvier, la première saison. Et bien sûr, ici, et pour aussi la deuxième saison. Et voilà, on peut comparer les anomalies standardisées, ça montre aussi la même chose. Ici, on a déjà surveillé l'évolution de la pluviosité, on a surveillé la couverture des eaux, comment ont évolué, comment cette couverture a différé à la moyenne, a dévié par rapport à la moyenne. Maintenant, on va dire comment est-ce que la couverture végétale aurait été affectée ou pas. Ici, ce qu'on va faire, on va se baser sur ce qu'on appelle la fraction du sol. Là, c'est une comparaison de la végétation verte et de la végétation non verte et aussi de la terre nue, si on peut dire. Alors, ici, ce qu'on va faire, ce sont des paquets déjà développés. On va travailler ici la même région, mais l'application que vous allez utiliser, ça sera
l'anomalie, fractional anomaly, qui va nous montrer comment la Terre a été affectée ou dégradée, ou le changement de la couverture de terre a évolué au cours du temps. Ici, on va voir toutes les fonctions sont déjà là. Je vais juste montrer les états. Ici, on voit que on voit plus ou moins on a le même comportement si on compare le mois de juillet à 2021. Et on voit toujours que c'est la même chose, bien sûr. Alors, ici, on voit que la fragmentation n'était pas. Maintenant, on veut passer à l'humidité du sol. Patient le plus vite possible. Avec l'humidité du sol, comment c'est le fait de réalité. Quand il y a sécheresse, l'eau perd la quantité d'eau que la terre tend à perdre la quantité d'eau qu'elle avait gardée. Et c'est que les régions deviennent plus sèches. Alors, on va essayer de calculer l'indice d'humidité du sol et essayer de voir comment s'est comporté au cours du temps. Bien sûr, on a ici des fonctions à charger, mais on va travailler sur la même région, même durée. Et ici, je ne vais pas trop tarder. Si on voit l'humidité de surface de la région de Turkana entre 2015 et 2020, si la région, vous voyez que on dirait que la deuxième saison a été plus ou moins caractérisée par une grande humidité. Bien sûr, quelquefois, ça varie d'une année à l'autre parce que 2015, c'était deuxième saison et quatrième saison qui avait une plus ou moins grande humidité. À 2016, deuxième saison, avait toujours grande humidité, mais ce n'était pas évident pour la quatrième saison. À 2017, toutes les saisons se comportaient plus ou moins la même chose. Et d'ailleurs, troisième et quatrième saison semblaient avoir plus ou moins de grande humidité. Alors, 2018, grande humidité était pour la deuxième saison. 2019, ça allait pour la quatrième saison. L'humidité a évolué au cours du temps, mais si on calcule aussi cette liste, season root zone, soil water index, ça reflète plus ou moins la même réalité. Et puis, on peut créer un tableau qui montre l'humidité relative dans cette région, voir que la troisième saison avait une grande humidité relative et la deuxième saison avait une grande humidité relative. C'est-à-dire que ce sont les régions plus humides, en fait, les saisons les plus humides de la région. Et puis, si on compare l'indice de l'humidité du sol, on va aussi voir que les deux saisons ont toujours une grande humidité, c'est-à-dire deuxième saison et quatrième saison, si je peux dire. On peut créer un tableau qui groupe tous les indices, l'humidité relative et l'humidité du sol. Et par après, si on peut faire un graphique, vous voyez que plus ou moins l'humidité relative, l'humidité de l'air ambiante et l'humidité du sol allaient dans la même direction dans la région. Alors,
L'idée en est que, en combinant ces quatre paramètres, la pluviosité, la couverture des eaux, l'étendue de la végétation ou l'air santé dérivée des indices de végétation, le fractionnement d'utilisation des terres et l'humidité, c'est-à-dire l'humidité de l'air ambiante et l'humidité relative, on peut avoir une idée, on peut suivre si une région a subi une sécheresse ou pas. Parce qu'en combinant les cinq tableaux générés, on pourrait essayer de voir s'il y a une corrélation et essayer de voir s'il y a une humidité relative dans la région. Alors, c'était ça la présentation. Le notebook est là, pas encore publié, on est en train de travailler là-dessus, mais nous croyons qu'avec ce notebook, on pourra participer à la surveillance de la sécheresse dans notre région. Merci beaucoup à tout le monde. Si jamais une question ou un commentaire, faites les bienvenus. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait un commentaire? Bonjour Maud. Bonjour tout le monde. Avez-vous un commentaire? Non. Oh, ok, merci. Je tiens à mentionner que Maud, c'est notre directrice de communication. Elle est la bienvenue sur notre plateforme. Merci Maud. Merci beaucoup, Joseph. Je vous en prie. Lodric, avez-vous des commentaires? Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'ai suivi avec attention et je voudrais comprendre comment fonctionne le dash chunk. Parce que justement, j'ai pris une zone assez vaste, le bassin versant que j'étudie, et à chaque fois, ça faisait ma machine buckait. Donc, le notebook, la plateforme redémarrait à tout moment. Donc, je voulais savoir comment est-ce que ce dash chunk fonctionne. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Oui. Oui, c'est ça. oui. Voilà, ce que ça fait, c'est que il nous faudra, attendez un peu, il nous faudra, vous voyez que, ce qu'on dit, dark chunk, la taille, vous voyez qu'ici on avait dit 500 sur 500. Oui. C'est-à-dire, vous dites au système, couper ma région en plusieurs morceaux, à carré. Chaque carré, il y a 25 mètres carrés, en fait. Non, 25 000 mètres carrés. Voilà. Alors, si vous faites ça, vous coupez en plusieurs morceaux. On pouvait même dire couper à 50, 50 ou à 1000, sur 1000. Et plus vous découpez, plus vous donnez à la machine de processer une partie et pas après sauter à l'autre. Alors, avez-vous essayé de mettre la taille comme ça? Non, je n'avais pas, je sais pas, en fait, je ne comprenais pas comment est-ce que ça fonctionnait. Je n'ai pas pu modifier ce paramètre-là. Mais je vais réessayer et voir comment ça va fonctionner. Veuillez essayer. Et si jamais vous êtes bloqué, nous sommes là, on sera en contact et on pourra vous assister. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.